et à tous. On va pouvoir commencer maintenant que vous êtes à peu près tous là. Si tout le monde a pu trouver une place assise, je vois qu'il y a encore du monde là-haut, mais n'hésitez pas à vous asseoir. Il y a encore quelques places libres, même si vous êtes venus en nombre, et on se félicite que vous soyez venus nombreux. Bon, c'est le fruit aussi du travail qui a été fait par de nombreux militants que nous tenons à remercier, des militants étudiants, des militants travailleurs qui ont pris part à l'organisation de cet événement. Cette grande soirée, donc, qui est aujourd'hui consacrée à la grève générale de mai-juin 68 et aux enseignements que nous pouvons collectivement essayer d'en tirer aujourd'hui afin de parfaire nos luttes aujourd'hui. Bon, avant toute chose, donc, je tenais à remercier tous ceux qui ont... nous tenons à remercier tous ceux qui ont fait en sorte que nous soyons aussi nombreux, et tout particulièrement Michel Aguerre qui est ici, et puis Claude Laraudet, nos professionnels de la technique et de la technologie, qui permettent à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de nous suivre à distance via YouTube, et y compris ces personnes, donc nos camarades et amis à distance, peuvent poser leurs questions pendant l'événement, puisqu'il y aura une phase de débat. Alors, bon, cet événement est né de la rencontre de militants de l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT des Pyrénées-Atlantiques et de la CGT FERC-SUP-UPPA, une organisation syndicale des personnels de l'Université de Pau et des Pays de la Dour. C'était il y a 1 an et demi, la première fois que nous nous sommes rencontrés avec Jean-Claude Mallet qui est là-bas, avec Alain Serre, et puis donc ça s'est fait 1 an et demi après, voilà, nous allons organiser cette grande soirée autour de mai-juin 68. Donc voilà, les deux organisations organisatrices, la CGT FERC-SUP-UPPA, FERC pour Fédération de l'enseignement, de la recherche et de la culture. Je le dis parce que les sigles, ça va pas de soi, quoi. Moi, des fois, on nous dit... je me souviens que lors des derniers événements autour de Mère pour mémoire de l'Espagne républicaine, il y en a qui entendaient mère, et puis des fois qui se demandaient qu'est-ce que ça veut dire, c'est la mère. Donc important de leur dire. Et puis l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT 64, dont l'objectif est de faire connaître au plus grand nombre l'histoire sociale qui nourrit nos luttes, et plus spécifiquement la longue expérience qui est celle de la CGT. Donc nous allons, sans plus attendre, écouter la brève introduction d'Alain, lors de laquelle Alain Serre, qui est président donc, de l'Institut d'Histoire Sociale CGT 64, lors de laquelle il va présenter la grève générale de mai-juin 68 dans ses composantes notamment culturelles, politiques, sociales, économiques. Puis nous diffuserons un documentaire réalisé par l'Institut d'Histoire Sociale des Pyrénées-Atlantiques autour de la grève générale de mai-juin 68, en particulier ici, dans le Béarn, avec des témoignages d'acteurs locaux du mouvement. S'en suivra un débat ouvert à tous, où chacun d'entre vous pourra poser ses questions, ses remarques, donner ses témoignages s'il a vécu les événements ou en lien avec les luttes en cours. Bon, voilà. Donc, on se quitte vers 19h30 puisqu'il faudra libérer la salle. Mais je donne dès à présent la parole à Alain. Bonjour à toutes et à tous. Le 15 mars 1968, dans le journal Le Monde, un célèbre journaliste qui s'appelait Pierre Viançon-Ponté écrit « Quand la France s'ennuie ». Eh bien non, la France ne s'ennuyait pas. En 1967, il y avait eu déjà de nombreuses grèves, et puis des luttes, et en particulier contre les ordonnances du général de Gaulle visant à casser la sécurité sociale en 3 branches. Mais rien ne laissait présager un mouvement immédiat de grande ampleur. Il y avait des choses qui maturaient, comme on dit. Alors s'il y a déjà un premier enseignement que nous pouvons tirer, c'est qu'il y a des situations latentes, ça mature, et puis tout d'un coup, il y a un mouvement social de grande envergure. Rien n'est écrit d'avance en matière de lutte de classe, et tout est possible à tout moment. Et ça, je crois que c'est déjà
un premier enseignement qui est important. Alors le mouvement étudiant commence le 22 mars à Nanterre. Il y a la fermeture de l'université, il va y avoir 6 arrestations, 142 étudiants constituent le mouvement du 22 mars. La contestation gagne de nombreuses universités, non seulement en région parisienne, mais également en province. C'est le refus de la sélection, de la politique de l'éducation nationale et de la gestion de l'université. C'est déjà à l'époque la question des diplômes et des débouchés de l'emploi. Et puis c'est la remise en cause du capitalisme, de la société de consommation et de l'autorité de toutes les institutions traditionnelles. C'est des choses qui étaient très très fortes à l'époque. En mai, la Sorbonne est occupée puis évacuée par la police. Il va y avoir des manifs au quartier latin et une répression très dure qui s'instaure par la police du pouvoir gaulliste. Et il va y avoir de nombreuses arrestations, des étudiants blessés. Mais une des questions essentielles qui va fédérer le mouvement étudiant, c'est le viol des franchises universitaires par le pouvoir. Et l'UNEF à l'époque, la grande UNEF de l'époque, considère que c'est inadmissible. Je crois qu'il y a un enseignement à tirer par rapport à la situation actuelle, mes camarades, sur la question du viol des universités. Puis je crois aussi qu'on peut apporter un salut aux étudiants américains qui se battent aujourd'hui avec force pour arrêter le massacre à Gaza. Alors, on a là ensuite la nuit des barricades du 10 au 11 mai, rue Gay-Lussac. Il va y avoir des manifs en province et dès le 10 mai, l'ensemble des étudiants, des lycéens rentrent dans le mouvement. J'ai le souvenir d'être monté sur un banc dans mon lycée en région parisienne le 10 mai et le lycée s'est mis en grève. Je ne sais plus ce que j'ai raconté d'ailleurs, j'avais 17 ans, mais on montait sur un banc, ça bougeait, ça y allait. Et il va y avoir une très forte répression. Et au lendemain de la nuit des barricades, devant cette situation, Georges Séguy, secrétaire général de la CGT, appelle à une grève générale le 13 mai 1968. Il va y avoir le ralliement de toutes les organisations syndicales qui vont se rallier à la proposition de la CGT et le ralliement de l'UNEF. Jacques Sauvageau, le président de l'époque de l'UNEF, se rallie à l'initiative de la CGT et c'est donc dans l'unité le 13 mai 68 que les étudiants avec leur UNEF et l'ensemble des salariés avec leurs organisations syndicales sont en grève générale. C'est le tournant de mai et juin 68. Et ça, c'est un enseignement fondamental. Il va y avoir 1 million de manifestants dans Paris. Je m'en souviens, c'est ma première manif. 1 million de manifestants dans Paris. C'est un déferlement en province partout. Et donc, incontestablement, cette jonction du mouvement étudiant et du mouvement ouvrier va changer la donne. Le 14 mai au matin, Sud Aviation Nantes, c'est la grève. Et dans les heures qui suivent, dans les usines, dans les administrations, dans tous les secteurs, dans tous les départements, la grève s'étend. Partout. Et à partir de là, va se constituer dans la grève des comités de grève gérés en assemblée générale. C'est-à-dire que les comités de grève vont rassembler à la fois des grévistes syndiqués et des grévistes non syndiqués. Et ce sont les assemblées générales dans la démocratie qui vont conduire le mouvement. Ça aussi, c'est une leçon très importante par rapport à la conduite des luttes. Que fait le pouvoir à ce moment-là ? Pompidou est en Afghanistan et De Gaulle part en Roumanie. Les grèves s'étendent. 10 millions de salariés en grève. Pendant 3 semaines à 1 mois, pas un train, pas un avion, les écoles fermées, les facs fermées, la poste fermée, toutes les administrations fermées, et pas d'essence. Et puis, l'unité du mouvement étudiant et du mouvement ouvrier. À partir de là, le capital est en danger. Le gouvernement et le patronat doivent bouger et négocier. Et là,
Un enseignement de cette période nous ramène au printemps 2023 que nous venons de vivre sur la question de la lutte contre les retraites. Pourquoi Macron n'a-t-il pas cédé? Macron n'a pas cédé parce qu'il n'y a pas eu de grève généralisée qui ont bloqué le pays, et il n'y a pas eu non plus, dans le mouvement que nous avons vécu au printemps, un engagement massif de la jeunesse. Ces deux facteurs-là ont pesé dans la situation. Je pense que c'est un enseignement très intéressant de ce qui s'est passé dans la grève générale de mai-juin 68, en lien avec ce que nous venons de vivre. C'est, je dirais même, un élément essentiel. Alors, dans ce contexte, le pouvoir et le patronat sont obligés de négocier. Ça va se passer à Grenelle, mais là, ça ne sera pas les accords de Grenelle, mais ça sera le constat de Grenelle. Il n'y a pas eu d'accord. Il y a eu un constat. D'ailleurs, les choses n'ont pas été simples. Les ouvriers chez Renault ont dit à Georges Ségui et à Benoît Frachon, ne signez pas, ça ne suffit pas, le compte n'y est pas, il faut aller plus loin. Les grèves ont continué, plus particulièrement dans la métallurgie. Et la CGT dit, les comptes en retard doivent être réglés. Alors, il faut revenir quand même sur les conquis sociaux, sur le plan syndical, obtenus en 68, parce que ça ferait rêver aujourd'hui. Le SMIC, maintenant c'est le SMIC, à l'époque c'était le SMIC, plus 35%. Le SMAG, qui était le salaire minimum agricole, plus 56%. L'ensemble des salaires augmentés au minimum 10%, mais la moyenne c'était entre 10 et 20%. Et pour la première fois, le droit syndical est reconnu au sein de l'entreprise. On n'avait pas le droit de rentrer dans une entreprise et de distribuer des tracts. On n'avait pas le droit de distribuer des tracts à la porte, c'était les flics qui arrivaient. Pour la première fois, le droit syndical est reconnu dans l'entreprise. Et puis il va y avoir des réductions du temps de travail dans différentes branches qui finalement seront un retour aux 40 heures. Parce qu'on avait obtenu les 40 heures en 36 et puis le patronat avait rebougé les lignes. On réobtient finalement un retour aux 40 heures. Une amélioration des conventions collectives. Dans un certain nombre d'entreprises, les jours des grèves vont être payés. Par contre, sur les ordonnances de la Sécu, le pouvoir n'a pas voulu céder, sauf partiellement en ramenant le ticket modérateur à 25%, mais on n'a pas réussi à abroger les ordonnances de De Gaulle sur la sécurité sociale. Et puis, sur la lancée de 68, en 69, on obtient la 4e semaine de congés payés. On l'oublie souvent. Mais la 4e semaine de congés payés, c'est sur la lancée de la grève générale de 68. C'est donc un bilan considérable sur le plan syndical. Je rappellerai une phrase du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, en 1965, qui déclarait « Nous n'admettrons jamais la pénétration de l'activité syndicale dans l'entreprise. » Quelle défaite cinglante pour le patronat. Et puis, les augmentations de salaire, c'est la relance de la consommation en France. On n'a jamais autant consommé que dans les années 69-70, sur la lancée de 68. C'est les nouveaux droits dans les entreprises. Et puis, mai 1968, c'est aussi une dimension politique qu'on ne peut pas passer sous silence. Et comme militants de l'histoire sociale, avec le recul, nous devons aussi avoir un regard lucide et parfois critique si nécessaire pour tirer des enseignements utiles sur cette période. Le contexte. Dans les manifestations, on disait « De Gaulle, 10 ans, ça suffit ». 1958, 1968, 10 ans. 10 ans, De Gaulle, ça suffit. Mais on disait aussi Abba Franco, le dictateur en Espagne, Abba Salazar, le dictateur au Portugal, et puis c'était la guerre au Vietnam, et au mois d'août, les chars soviétiques étaient à Prague. C'est ça la situation. Et dans ce contexte, De Gaulle part le 30 mai 68 à Baden-Baden, voir le général Massu, et il rentre en France pour faire un discours à la radio. Et c'est son célèbre « Je ne me retirerai pas, je dissous l'Assemblée nationale et je renonce au référendum ». De Gaulle
utilise les institutions réactionnaires de la Ve République pour faire un coup politique. Et là, les dirigeants des organisations du mouvement ouvrier, politique et syndical, et la CGT aussi, diront que De Gaulle fait 2 importantes concessions politiques et vont jouer le jeu des élections législatives en appelant à la victoire des forces de gauche. Et la réaction se met en place, c'est la grande manifestation aux Champs-Élysées de soutien à De Gaulle, et ensuite la victoire aux législatives de la droite gaulliste avec la constitution d'une Assemblée nationale bleu CRS, comme on disait à l'époque. 358 députés sur 485 sont gaullistes ou républicains indépendants. C'est une défaite politique. C'est un succès syndical, c'est une défaite politique. Il y a là un enseignement majeur. Il n'y a aucune perspective pour la classe ouvrière et la jeunesse en jouant le jeu des institutions réactionnaires de la Ve République. Et depuis, notre histoire sociale est venue confirmer cette analyse de 49.3 en 49.3, et j'en passe. Aux historiens de dire s'il était possible d'aller plus loin sur le terrain politique pour renverser De Gaulle en 68. Mais 68 va creuser son sillon. Une autre époque voit le jour. En matière de liberté, de mœurs, l'école change, les lycées changent, les facs changent, tout change. Le droit syndical dans les entreprises, ça va être une bataille. Parce que c'est pas parce qu'on l'a obtenu que ça se fait facilement dans les entreprises. Donc il va y avoir la bataille partout dans les entreprises pour obtenir le droit syndical, et puis l'amélioration du niveau de vie qui est réel. Et puis arrive 1969. De Gaulle finalement impose son référendum qui porte sur la réforme du Sénat et la régionalisation. Et là, nous allons mener une bataille pour le double non. Non à De Gaulle, non au corporatisme. La CGT appelle très clairement au vote non, Force ouvrière aussi. Et De Gaulle est battu, De Gaulle s'en va. La grève de 10 millions de salariés portait encore ses fruits. Alors pour conclure, je veux dire que pour la CGT, la grève générale de 68, c'est en un mois 400 000 adhésions supplémentaires. 400 000. C'est 5 000 nouvelles bases CGT de créer. C'est des adhésions de jeunes, de femmes, de cadres, d'immigrés, de retraités. C'est la bataille ouverte pour imposer le droit syndical dans les entreprises. Et puis, et ça c'est très important, c'est aussi la constitution d'une nouvelle génération de militants. Vous savez, il y a eu une nouvelle génération de militants en 1936, après la grève générale. Il y a eu une très forte génération de militants en 1945, dans une situation pré-révolutionnaire à la Libération, avec les militants plongés dans la résistance. Et puis il y a eu une dernière génération de militants en 1968, après la grève générale. Depuis, il y a eu des grands événements, des grandes luttes, 1995, mais ça n'a pas fourni de génération de militants. Donc ça, c'est un enseignement majeur. Quand il y a un grand mouvement social historique, il y a une génération de militants du mouvement ouvrier syndical qui se forme. Alors, l'IHS CGT des Pyrénées-Atlantiques, c'est son travail. Elle met en avant l'histoire sociale pour en tirer des enseignements utiles, pour mieux comprendre le présent et aider à construire des luttes victorieuses, nouvelles. C'est le sens de notre initiative. Alors merci de votre écoute. Vive l'unité étudiants-salariés dans les luttes, et en tirant les enseignements de 68, construisons tous ensemble un nouveau rapport de force pour bâtir demain une prochaine grève générale victorieuse. Sans plus attendre, on va passer à la diffusion du documentaire. Oui, en fait, j'ai deux remarques, enfin deux réflexions que je me fais.
La première, c'est au sujet du volet répressif. Parce que j'ai été frappée par deux intervenants dans le film qui disent à un moment que ce qui les a vraiment fait bouger, c'était les bastonnades contre les étudiants. Bon, c'est vrai qu'on a été bastonnés. Bon, j'étais Ruguay-Lussac, hein, donc je me posais la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ce type de réflexe pour ce qui s'est passé contre les Gilets jaunes, où il y a quand même eu, si je ne me trompe, 5 œils arrachés, une quinzaine, non, 5 œils éborgnés, enfin morts, une quinzaine de mains arrachées, oui, quand même. Quand même. Il y a eu des tirs ciblés quand même, ciblés dans le dos, alors qu'il n'y avait pas de danger. Enfin, il y a une répression absolument féroce qui n'a pas, à mon avis, suscité une telle révolte. Moi, ça m'a paru vraiment épouvantable. La deuxième remarque est beaucoup plus positive. Je suis extrêmement ravie de voir qu'il y a plein de jeunes. Alors ça, quand même, ça fait vachement du bien. Parce que je nourris encore le fol espoir d'une grève générale. Voilà, je crois que je vais mourir avec. Et vraiment, il faut absolument continuer la lutte parce que nous, on a beaucoup donné et on commence à être un tout petit peu fatigué quand même. Bonsoir à tous. D'abord, merci aux organisateurs pour cette soirée sur mai 68. Je voudrais revenir sur deux points. Tout d'abord, effectivement, je pense qu'il y a un élément déclencheur, et c'est important de le souligner, et de faire aussi le parallèle avec le fait de l'absence de réaction des organisations syndicales et politiques, pour beaucoup, du moins pas toutes, heureusement, certaines en sauvent l'honneur, par rapport aux Gilets jaunes. Je vais revenir quand même parce que le déclencheur, c'était le 3 mai aussi. Il y a eu le mouvement du 22 mars. Il y avait déjà eu des contestations dès le mois de septembre, octobre, novembre dans les universités parce qu'il y avait la réforme Fouché qui voulait supprimer 2 tiers des étudiants, ce qu'il appelait les déchets d'ailleurs, vous voyez le terme. Mais le 3 mai, il y a eu l'occupation de la Sorbonne, la violence policière, l'entrée de la police dans la Sorbonne, et ça a amené les organisations étudiantes, l'UNEF notamment, à réagir. Pour information, quand même, l'UNEF avait appelé une manifestation le 6 mai, lundi 6 mai. Et malheureusement, les organisations syndicales n'ont pas soutenu, ni même les organisations politiques, hormis quelques départements comme la Loire-Atlantique ou autres, où il y a eu des manifestations. Et après, ça s'est enclenché. Il y a eu le 13 mai, où là, effectivement, comme l'a rappelé Alain, les organisations syndicales ont décidé d'appeler à une journée de grève. Mais une journée de grève de 24 heures. C'est-à-dire, on fait journée de grève de 24 heures pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la façon dont sont traités les étudiants, et puis après, on rentre chez nous. Alors, il se trouve, et tu l'as rappelé à juste titre, que dans une usine, à Sud Aviation Bougonnet, le 14, c'est-à-dire le lendemain du 13, les ouvriers de l'Assemblée Générale ont dit on continue. On continue et on occupe l'usine. Et après, il y a eu Renault Flin, Renault Billantour, Renault Cléon, etc. Et ça a entraîné ce mouvement de masse, de grève massive, de grève générale avec occupation d'usines. Et je pense que ça, c'est une leçon à retenir, notamment dans les mouvements qu'on a vécu là, cette année, l'année dernière, sur la réforme des retraites, où on a fait, mis bout à bout, 13 journées de grève. Et si ces 13 journées de grève, on avait décidé de les compacter, de dire on démarre et on n'arrête pas, je pense qu'on aurait gagné sur le retrait du moins de la réforme de cette retraite unique. L'autre élément qui me semble important, c'est que les choses du passé, c'est aussi pour nous servir aujourd'hui. Donc je parlais de la réforme des retraites de l'année dernière. Je pense aussi à ce qui se passe en ce moment, où il y a eu les Gilets jaunes, quelqu'un l'a dit juste avant, l'autre personne l'a dit. Il y a ce qui se passe en ce moment dans les universités. À la Sorbonne, à nouveau, les flics sont rentrés. Les flics sont rentrés, Sorbonne, Sciences Po, etc. Ils ont violé le principe des universités et il n'y a pas eu de réaction. Il y a eu des communiqués, mais c'est tout, il n'y a pas eu d'appel à mobilisation. Aux États-Unis, si vous regardez la carte des universités mobilisées aux États-Unis, c'est énorme, énorme. Des grandes universités, des petites, etc. Il y a eu des répressions, plus de 1000 étudiants emprisonnés, et les organisations syndicales aux États-Unis ont fait un communiqué pour demander la libération des étudiants. Et je pense que cette alliance étudiants-ouvriers, c'est quelque chose de très important.
Et je ferai juste un rappel quand même, parce qu'il y a eu 68, depuis 68, il y a eu 86, une autre date importante. Alors, pour les jeunes de l'époque notamment, le CPE, et le CPE Chirac, où la loi avait été promulguée quand même, pour ceux qui l'ont connu, rappelons-le, et qui n'a, 86, et qui n'a jamais été... 2006. 2006, pardon. 86. Une autre catastrophe. Mais par contre, c'était retiré. Il y a eu là aussi jonction des étudiants et des nouvelles. Et enfin, dernière chose, pour ne pas être trop long, d'inquiéter les gens de long quand même. Parce que dans ce mouvement de mai 68, je pense qu'il y avait aussi le mot d'ordre de dire 10 ans ça suffit, De Gaulle démission, tout était possible. Et je pense qu'il y a une leçon aussi politique à en tirer. Il y avait une vacance du pouvoir. Il y avait De Gaulle était parti quand même à Baden-Baden, il y avait une vacance du pouvoir. Et je pense que ce qui a manqué pour aller plus loin, il y a un des intervenants qui dit qu'on aurait pu gagner bien plus. Je pense qu'il y a eu des comités de grève au niveau des usines. Il a manqué, contrairement à ce qui s'est fait en 1936, il a manqué un comité central de grève qui unifie toutes les organisations syndicales et tous les non-syndiqués pour dire on va jusqu'au bout. Et ça permet comme ça d'éviter aux appareils d'essayer de reprendre le contrôle. Et on a vu ce que ça a donné avec les élections de 68, où il y a eu une débandade pour les partis ouvriers. Et c'était le reflux, quoi. Et quand c'était le reflux, la réaction reprend le dessus. Et puis ça a permis cette chambre bleue horizon. Oui, salut tout le monde. Oui, bon, moi j'ai pris conscience, en fait, j'étais apprenti en 68, j'ai eu mon CAP, je travaillais chez un petit patron de carrelage, donc j'ai vécu les choses extérieurement, on avait ma conscience sur la radio, les radios périphériques où on entendait en direct tout ce qui se passait dans les grandes villes, les bastons, les ci et là. Ma première, donc un individu conscient, et ma première manif que j'ai faite en 68, je me souviens, je rentrais le soir, je faisais du vélo, alors pour m'entraîner, je travaillais un peu loin, donc je rentrais le soir, je me souviens, les bribes de manifestations qu'il y avait, place Clémenceau, bon, il restait des fois des papiers. Et donc, ma première manifestation que j'ai faite, c'est, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait Sauvageau qui était venu en décembre 68, à la maison Justin Blanc, du triumvirat 68A, c'est le seul qui a été honnête jusqu'au bout. Les autres sont devenus des fumiers, des pourris, le Gesmar et le Combendit. N'en parlons pas. Et je me souviens au final, première fois que je voyais des flics près du lycée Louis Porto, au bout de la rue, avec des casques et tout ça, parce qu'il y avait des fachos, je ne sais plus si c'était des gens d'ordre nouveau ou autre, qui avaient balancé des grenades au plâtre dans la salle. Donc j'ai cet aperçu et ma prise de conscience, en fait, je n'ai pas participé à mai 68, mais ma prise de conscience politique, c'est 68 et dans les mouvements d'extrême gauche. Donc toujours avec, et j'entends que ce qu'ont fait les syndicats, c'était bien et tout, mais j'étais un peu en dissidence par rapport, allez, je ne les trouvais pas assez radicaux. Alors quand tu as posé la question, que tu t'es étonné qu'on a eu un épisode de Gilets jaunes, de lequel j'étais, et que certains membres et les emmerdements qu'on a eu, moi en particulier sur Pau, je ne peux pas parler ailleurs. Pourquoi? Et je pense qu'il y avait ce sentiment, une solidarité saine vis-à-vis des gens réprimés. Et c'est très affreux de voir maintenant. C'est très affreux de voir que cette solidarité avec les gilets jaunes, comme tu l'as dit, des estropiés, des gens tués, il n'y ait pas eu la réaction des organisations sociales et politiques de gauche, de droite, je les fous de côté. Et ça, c'est interrogeant. Voilà. Je vais apporter un petit témoignage. En 68, j'étais à Paris, à l'ONERA, l'Office national d'études de recherche aérospatiale. J'étais ingénieur et j'étais responsable syndical. L'ONERA fait partie d'un grand ensemble. À l'époque, c'était avec Nord Aviation, Sud Aviation, Dassault, la SNECMA, qui faisait partie de la Fédération des métaux.
Je ne veux pas faire l'ancien combattant, bien entendu. Je veux simplement souligner trois souvenirs que j'ai qui m'ont marqué à ce moment-là. C'est que il y a eu un comité de grève intersyndical qui a tout de suite pris le contrôle de l'ONERA. Tout point de vue, au point de vue sécurité, au point de vue nourriture, au point de vue approvisionnement, au point de vue organisation de l'intérieur. Et des tâches qui échuent au comité de grève et un sous-comité, c'est de repenser complètement le fonctionnement de l'organisme. Donc c'était en dehors de tout ce que vous avez souvent entendu, il y a eu vraiment le souci de repenser le fonctionnement de l'organisme de manière beaucoup plus cohérente d'ailleurs et de plus ouverte. Ça c'est une première chose que je voulais souligner. Le deuxième, c'est un souvenir personnel. On avait séquestré le directeur général qui était dans son bureau tout à fait rose et il était resté là plusieurs jours. On le nourrissait, etc. Et un jour, un monsieur très très important est venu, qui s'appelle le délégué général à l'armement, c'est une personne extrêmement importante en France. Il est venu, il dit: je veux parler à monsieur, je ne sais plus son nom, maintenant c'était Germain, je crois, directeur de l'ONERA. Et j'étais au comité de grève et j'ai dit à ce monsieur: excusez-moi, ce n'est pas vous qui avez le contrôle de l'ONERA, c'est le comité de grève, mais on accepte que vous alliez chercher le directeur pour l'amener avec vous. Ça, c'est mon deuxième souvenir, parce que je trouvais ça assez pittoresque quand même, de parler d'égal à égal avec le délégué général à l'armement. Et le troisième souvenir qui m'a marqué, c'est qu'aux assemblées générales, pour la première fois, j'ai vu les femmes des cuisines qui ont pris la parole. Moi, ça m'a beaucoup impressionné et ça m'a beaucoup marqué. Et puis la troisième chose que je veux dire, c'est qu'à l'issue de ceci, vous ne serez pas étonné quand je vous dirai que la direction m'a dit que je ne pouvais pas rester et que je ne pourrais pas trouver de travail dans le domaine de l'aéronautique en France. Et du coup, je suis parti au Canada. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, merci encore pour l'organisation de cet événement aujourd'hui. Donc, je me présente, c'est Guy, chef de l'auto, CGT. Moi, ce que je note en voyant ce documentaire sur les souvenirs évoqués sur les images, j'ai l'impression de voir ce qu'on vit depuis des années. En fait, rien n'a changé malheureusement. On voit que les gouvernements ont toujours les mêmes arguments dans leur politique à mettre en place. Que les images qui montrent sont toujours celles qui sont en désavantage des personnes qui luttent, aussi bien étudiants que les salariés. Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est en effet, c'était redit par un témoin, c'est qu'on a aujourd'hui les médias parlent toujours de la révolte étudiante de l'époque, alors que la lutte des salariés était forte et on fait avancer énormément, et des comités syndicaux en particulier. Et ce qui est étonnant, c'est qu'encore aujourd'hui, on a encore évoqué évidemment les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, on a évoqué évidemment la contre-réforme de retraite en 2023. Et moi, ce qui m'attriste, et c'est là où vraiment la réflexion doit être menée au niveau syndical, globalement au niveau de la CGT, la manière dont on va discuter avec les collègues, avec les gens, c'est qu'aujourd'hui le gouvernement reste aussi fort, supporté, évidemment emmené par le capitalisme et tous les moyens de communication qu'ils ont à leur disposition, que ce soit la télé, la radio, aujourd'hui ce sont les plateformes numériques et les médias papier, alors que nous aujourd'hui, on a les mêmes moyens, les mêmes outils, on ne les utilise pas de la même manière, ou pas assez. Les gens ne entendent pas, parce qu'aujourd'hui le monde capitalisme s'est accéléré avec l'éclatement des sociétés de partout dans le monde, ce qui fait que c'est compliqué pour les salariés de se réunir, de se connaître. C'est l'isolement des personnes par le biais des réseaux sociaux, alors que le meilleur, ça reste le bistrot. Et ça, on a appris à s'en passer lorsque Macron a décidé qu'on serait mieux chez nous enfermés entre quatre murs pendant des mois. Et ça, la France a accepté, comme beaucoup de personnes dans le monde d'ailleurs. Et derrière, donc, ce gouvernement, ce capitaliste, qui continue cette même politique, cette même logique de destruction, aujourd'hui, les salariés, qui devraient être des millions dans les rues, on aurait pu être des millions en 2023, on aurait pu être des millions à accompagner les agriculteurs lorsqu'ils ont fait le blocage d'autoroutes. C'est dommage qu'on ne les ait pas eu à l'époque, en 2023 d'ailleurs. Et bizarrement, on est moins nombreux parce qu'aujourd'hui, la logique veut
c'était dit d'ailleurs dans le film. Malheureusement, aujourd'hui, les salariés sont persuadés que la grève par procuration, ça marche. Et malheureusement, ils constatent aujourd'hui que la grève par procuration, ça ne marche pas. Alors qu'il y a 50 ans, il y a 10 millions de personnes dans les rues, les gouvernements et les patrons voient. Moi, merci également à la CGT. Et j'aimerais même d'ailleurs un vœu que l'année prochaine, si ça recommence, ce soit organisé de manière collective avec toutes les organisations syndicales, et pas seulement la CGT, dans un esprit unitaire. Alors maintenant, ce qui serait bien aussi, c'est de parler, il y a eu deux révolutions finalement en 68. Il y a une révolution qui a été dirigée par le mouvement étudiant. Il a parlé de triumvirat. C'est tout à fait vrai. C'était une petite bourgeoisie, moi je l'appelle comme ça, hein, qui s'est accaparé le mouvement étudiant et qui a fait pratiquement un hold-up sur mai 68. Et le mouvement ouvrier, lui, a obtenu non pas 35%, comme tu l'as dit Alain, mais 37%. Et ça a commencé, moi je suis un natif de l'Ouest, hein. J'étais tout jeune à l'époque, je n'ai fait qu'accompagner mon père qui tenait un ticket de greffe, c'est tout. Et la queue à l'essence, c'est tout. Mais ça a démarré à Caen, le mouvement. Il y a l'usine Sadiem en janvier 68. En janvier 68. C'est là qu'a démarré le mouvement. Et après, simplement, les étudiants ont pris ça un peu en main. Et il y a eu une histoire de coucherie, c'est aussi bête que ça, hein, à Nanterre. Les étudiants de Nanterre se sont révoltés pour que les dortoirs soient mixtes. Et ça a commencé comme ça. C'est pour ça que j'en arrive à ce qui a été gagné quand même. Ce qui a été gagné en 68, c'est une révolution des mœurs. Et ça n'a pas été assez souligné. À l'époque, quand même, il faut le souligner, on était sous l'influence des curés. C'était comme ça, partout. Donc, surtout dans le milieu rural, et dans l'Ouest également, évidemment. Oui, surtout dans l'Ouest, mais pas que dans l'Ouest, partout. Et enfin aussi, on a oublié de parler du combat des femmes. Et c'est à ce moment-là que les femmes ont pris en main leur façon d'être. Et c'est là qu'est venu les premiers combats pour l'avortement, par exemple, en 69. Souvenez-vous du manifeste des 369 salopes. C'est à ce moment-là qu'une révolution morale s'est mise en place. Et puisque j'ai un sociologue qui est devant moi, là, moi j'aime bien Jacques Le Goff, hein, qui fait une très bonne analyse de mai 68, et je recommande d'ailleurs beaucoup la lecture de ses bouquins, parce qu'il en parle vraiment en soulignant ces deux faces, la phase du mouvement ouvrier et la phase du mouvement étudiant. Voilà, et puis merci. Et puis je recommence. Hein. Ma suggestion, c'est qu'un tel débat ait lieu dans un cadre intersyndical. À l'initiative de FO, vous nous le proposez. Pourquoi pas? Et d'ailleurs, on pourrait même dire qu'il y a des débats entre FO, parce que moi, je ne veux pas que les tromphistes prennent le contrôle des facs aux États-Unis, par exemple. Voilà. Bonjour les camarades, merci beaucoup à l'Institut d'Histoire Sociale et à la Vertu du PPA pour cette présentation et cette projection de qualité. C'était vraiment très bien et j'en suis ravi. J'aimerais qu'on les applaudisse très très fort. Si c'est pas maintenant, on va à la fin. Et du coup après les mémoires, après les témoignages, tout ça, j'aimerais revenir sur la question des enseignements, parce que ce qui nous intéresse, certains ont posé la question, une question qu'on connaît tous et qui, à mon avis, est centrale, c'est que faire. Et cette question-là, elle revient sans arrêt. Pour moi, ce que souligne très bien la projection qu'on a vue, c'est qu'il n'y a pas de conscience immédiate dans la classe ouvrière. Il n'y a pas d'unité d'esprit spontanée qui se fait comme ça dans les masses, avec les gens qui déboulent soudain dans la rue et qui se disent « ça y est, c'est la révolution ». Ça, c'est un fantasme romantique, à mon avis, c'est un fantasme romantique sur la mobilisation qui est propre au désespoir et qui est propre à démobiliser. Parce qu'on se dit finalement, tant qu'il n'y a pas cette marée humaine qui déboule, c'est finalement que tout est perdu, que rien n'est fait ou que rien n'est à faire.
que l'individualisme l'a emporté, etc. Sauf que les camarades à l'écran le soulignent, ils le disent, on se battait pied à pied contre des gens qui ne voulaient pas de la grève, contre des salariés qui voulaient rentrer dans l'usine. Pour ça, on devait tenir les AG, on devait occuper les usines. Et en fait, c'est cet outil pratique qui structure la conscience de classe, qui fait qu'à un moment, on a une unité qui se crée à l'intérieur de la classe ouvrière, qui se crée à l'intérieur des masses en lutte. C'est parce qu'on est capable de se réunir, de mettre en débat démocratique les revendications, les moyens d'action et de les faire voter. C'est cette démocratie ouvrière qui fait qu'à un moment, des comités de grève peuvent se constituer et sont capables d'en imposer face au patronat. Ça, c'est quelque chose d'essentiel qui a existé en 2023 pendant la lutte contre la réforme des retraites. Ça a existé dans certains secteurs. Dans l'énergie, ici, vous avez le syndicat CGT Énergie Béarn Vigor, qui tenait des assemblées à la chaîne, chez GRDF, chez Enedis, pour faire en sorte que justement les camarades se mettent en grève jour après jour et posent à chaque fois la question de la reconductible. L'union locale a fait l'effort de proposer des actions, parce que quand les gars sont en grève, derrière ils se disent ben, on est en grève et qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on fasse un truc. On ne peut pas juste être en grève et puis derrière on se regarde dans un miroir, on désespère et on retourne bosser le lendemain. Du coup, il faut que ce soit adossé à ces actions qu'on essaie de mettre en place chaque jour. Pareil, chez les cheminots, il y avait les AG. Ils ont réussi à tenir la reconductible. Chez les territoriaux, il y avait les AG. Ils ont réussi à tenir la reconductible. Qu'est-ce qui a merdé là-dedans? Il y a un truc qui a foiré, c'est qu'à un moment, ben, il y a les temps forts, les journées de manifestation tous les 4 matins, enfin plutôt repoussées au calendrier grec, ces journées-là sont entrées en contradiction avec les secteurs qui étaient en reconductible. Où en fait, quand les camarades lèvent la main et votent la reconductible, le soir on leur dit ce sera le 6 juin. Ils se regardent et ils disent bon bah on retourne bosser, hein. On va pas attendre jusqu'au 6 juin. Et le pire, c'est que cette date du 6 juin, c'était adossé à un calendrier parlementaire, une niche parlementaire de Lyotte. Et vous vous souvenez, le chien-chien il est rentré à la niche en effet. C'était ça, hein. Ça servait à rien. Il s'est rien passé ce jour-là. On nous a vendu ça comme une espèce de journée révolutionnaire. Ça y est, le centre droit va faire la révolution. Waouh, grand exploit. Bah, rien du tout. Donc, il y a deux choses qui n'ont pas fonctionné, ou plutôt qui sont entrées en contradiction avec cette volonté de constituer un mouvement en grève reconductible. Ça a été la succession des temps forts, et derrière, l'alignement sur un calendrier parlementaire, alors qu'au départ, c'était le mouvement qui imposait la cadence politique du mouvement. C'était le mouvement de grève qui obligeait les politiques à se positionner, à se réunir et à se saquer un petit peu. Et il y a eu une inversion dans l'ordre des choses qui a fait que finalement en 2023, même si on a obtenu une victoire sur le plan des consciences et une victoire sur le plan politique à ce niveau-là, force est de constater qu'en termes de rapport de force, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait. Je vous donne 2 exemples récents sur le bassin palois, de mobilisations qui se sont appuyées sur les AG et sur la grève reconductible et qui ont obtenu satisfaction, à la clinique d'Arrécy, où ça a duré 16 jours de grève reconductible tous les jours par les soignantes. Je dis les soignantes parce que c'était majoritairement des femmes qui tous les jours votaient la grève reconductible sur leur rond-point. Et les gilets jaunes là-dessus les ont inspirés. Il y avait une symbolique très très forte, bien évidemment. Et ensuite chez Fareva, l'industrie de la chimie, ici à Hydron, où en faisant des heures de grève reconductible, ils ont bloqué toute la chaîne de production. Ça a coûté 500 000 € au patron. Les augmentations de salaire, soudainement, elles ont doublé. Voilà. Donc ça marche. Mais il faut les AG, il faut réunir les personnels, il faut les faire voter, et bien évidemment, l'alignement sur des calendriers qui repoussent à des dates lointaines, c'est ce qu'on est en droit de dénoncer, parce que c'est ce qui coince, finalement, face à une colère qui, dans les boîtes, est bien réelle. Et les 2 exemples que je donne en sont l'une des preuves. Je vous remercie. On prône donc la lutte commune entre travailleurs et étudiants. Donc on va se permettre de donner la parole aux étudiants en priorité, puisque on nous a fait remarquer plusieurs fois que les jeunes avaient un peu moins pris la parole. Donc, nous y allons. Oui, j'ai noté. Alors, moi je suis étudiant. Autant vous dire qu'en mai 68, je n'étais pas encore né. Mais alors moi, je veux dire, je veux pas dire ça de manière péjorative, mais
disons plus, ce que je veux surtout dire, c'est que moi, j'ai les mouvements sociaux comme mai 68 ou des mouvements sociaux de plus grande ampleur comme les révolutions, que ce soit la Révolution française ou russe, je les vois à travers des livres d'histoire, à travers des documentaires et là aussi donc à travers des témoignages, des gens qui ont connu des mouvements comme ça. Enfin, mai 68, la Révolution, je ne sais pas. Mais en fait, ce que j'ai, c'est une question, et je me demande si je pourrais y trouver réponse ici. Je suis pas sûr de bien comprendre les prémices d'une révolution peut-être, mais comment ça se fait que alors que les conditions de vie des gens après une révolution ou un mouvement social soient les mêmes que celles d'avant, on ne recommence pas. Je veux dire, oui, bien ça sera amélioré, mais je veux dire, je pense toujours que il y a, comment dire, qu'on fait la révolution avant tout parce que on veut avoir le ventre plein et un toit au-dessus de la tête. Mais si, même après ça, dans certains cas, ce soit toujours pas le cas même après, si on ne fait pas la révolution pour ces choses-là, alors pourquoi on l'a fait? Et comment est-ce qu'on... qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change? Même si là, je prends deux cas différents, je parle de révolution alors que les 68, c'est pas la même chose. Est-ce que, même si, tout de même, aujourd'hui, j'ai plus l'impression que ce qu'on essaie de faire, que ce soit être contre la réforme des retraites, j'ai participé l'an dernier, ou contre d'autres, que ce soit aussi pour le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi j'ai l'impression que ça ne passe tout de même pas? Est-ce que quelque chose m'échappe? Oui, c'est une anecdote. Mon père était syndiqué au syndicat national des instituteurs dans le sud de l'Oise et était conseiller pédagogique. Et il était aussi trésorier de la Malif, qui fonctionnait à l'époque comme une assemblée, une organisation associative. À ce titre, le comité de grève des instituteurs du sud de l'Oise s'est entendu avec le comité de grève de la trésorerie générale, c'est là qu'étaient payés tous les instituteurs à l'époque, banque de l'État qui a disparu, ça ne serait plus possible maintenant, pour que les payes des instituteurs du sud de l'Oise soient distribuées par mon père qui avait un prof de sport de chaque côté comme appariteur musclé et des valises pleines de billets, ils sont allés distribuer. Ça donne un exemple de l'auto-organisation de gens qui veulent prendre leur destin en main. Oui, Alain, tu as parlé, tu as effleuré 1967. Mais pour moi, l'analyse que j'en ai, s'il n'y a pas 67, il n'y a pas 68. Parce que 1967, c'est l'année record en matière de conflits sociaux et de jours de grève. Pour ma part, j'étais jeune postier à Paris, depuis janvier, après mai 68, je n'ai pas eu une paye complète. 67, c'est le terreau qui a préparé 68. Oui, par contre, tu as raison, c'est que ça a été une surprise parce que j'étais au boulot, et le lendemain, tout a explosé, et rien ne le laissait présager. C'est terrible, quoi. Et, après, par contre aussi, par rapport à la fameuse visite de Gaulle à Baden-Baden, tout est de savoir ce qu'il y a fait. Il a été voir ce fameux général à la retraite, cartereau de généraux à la retraite. Il a été bien content de le retrouver parce qu'il avait l'intention, de Gaulle, de faire donner l'armée dans Paris. Et il ne pouvait pas tactiquement prendre les soldats de France sur le territoire français parce qu'il y avait une relation. Il a donc été demandé à Massu d'envoyer un contingent
de l'armée d'occupation pour cerner Paris. Et De Gaulle était décidé à faire donner nos troupes, ce qui veut dire que ça aurait été encore plus violent. Et il en a été dissuadé. Et nous avons, nous, à la FAP, retraité un camarade, Pierre, qui n'est pas là, mais je le dis pour ceux qui connaissent, qui lui a été dans cette situation où, je ne sais plus, les grands dans l'armée, on leur a dit, vous foutez le camp à Paris. Et avec 3 ou 4 copains, ils sont sortis des rangs. Ils ont dit, non, nous, on n'ira pas tirer sur nos camarades de travail. C'est pour dire que De Gaulle avait mesuré quand même ce qui allait se passer et que ça n'a pas été même de basculer. Alors après, pour te rassurer, 19 ans, insouciant comme on l'est à cet âge-là, les CRS, on les a vus de près aussi, mais à l'époque, on courait vite. J'ai prévu une intervention, mais je pense que je vais un peu l'écourter pour répondre aux jeunes étudiants qui posent une question intéressante. Effectivement, en 68, c'est un moment que je considère comme très important, non seulement dans l'histoire du mouvement ouvrier, mais dans l'histoire de France tout court, même si c'est encore proche de nous. Et les moments importants, on ne décide pas tout d'un coup, tiens, on va faire un moment important de l'histoire de notre pays. C'est des années plus tard qu'on considère que ça a été ou pas important. Et effectivement, des grèves ont émaillé pas seulement 67, mais toutes les années précédentes. Du plus loin que je me souvienne, et la première qui m'est restée en mémoire, c'est la grève des mineurs en 63. J'étais en Lorraine, ils avaient enregistré l'Internationale et mon père avait acheté le disque, ils avaient enregistré dans le fond de la mine. Et des grèves, il y en a eu, et j'ai été prof d'histoire à un moment et j'avais coutume de dire à mes élèves, il a fallu des siècles de jacquerie avant d'arriver à une révolution. Et il a fallu aussi la conjonction entre ceux qui avaient besoin de manger et ceux qui voulaient plus de liberté et ceux qui voulaient une société plus juste. Et c'est au moment où toute cette conjonction se réalise qu'on peut éventuellement, mais pas à tous les coups, remporter le morceau. Et donc, il ne suffit pas d'avoir le ventre vide, parce qu'autrement, il y aurait des révolutions dans plein de pays, dans le monde, avant et encore actuellement. Et je pense que les philosophes comme Diderot, Montesquieu, Voltaire ont aussi préparé la révolution. Et ils ne mouraient pas de faim, hein, ça allait. Mais il y a eu cette marche des femmes sur Versailles, qui allait, on nous disait, chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est-à-dire renverser la royauté. Parce que, voilà, le prix du blé avait flambé. Alors oui, il y a une conjonction de beaucoup d'éléments. Et moi, je suis née en 58, donc je n'ai pas participé au mouvement en 68. Mais je veux ici vraiment remercier ceux qui l'ont fait. Pas seulement parce qu'ils vont entrer dans l'histoire, mais parce que ça m'a permis d'avoir une très belle jeunesse. Parce que quand on arrivait juste après, les profs nous faisaient pas chier. Les chefs d'établissement nous faisaient pas chier. Ils avaient tous peur que ça recommence. Il n'y avait plus de blues maintenant. Avant, il y avait des blues. On voit quelquefois des images soi-disant nostalgiques sur Facebook. Ah, la belle époque où les élèves avaient des blues. Non, c'était pas une belle époque. Et s'ils avaient l'air si sages sur les photos, c'est juste parce que c'était le jour de la photo de classe. Voilà. Donc, oui, je pense que pour qu'un mouvement révolutionnaire ait une petite chance d'y arriver, il faut la conjonction de beaucoup d'éléments. Et je remercie aussi les camarades de la section Force ouvrière de Sud Aviation à Nantes, section qui était tenue par des camarades trotskistes, parce que quand même, ce sont eux qui ont appelé à la grève générale et qui ont emporté le morceau. Et à un moment, il ne faut pas avoir peur d'être minoritaire. Dans un bon mouvement, une bonne minorité, ça peut aussi faire basculer. Et c'est ce qui a manqué récemment.
parce que je m'inscris vraiment dans ce que tu viens de dire. Je me permets de te tutoyer parce que communauté d'esprit. Et je rajouterais bien quelque chose à ce que tu dis. Effectivement, il y a une alchimie qui fait qu'un jour, ça marche. Un jour, ça marche. Mais il y a autre chose aussi, qui est très présent dans le documentaire. Et que, bon, moi j'avais 5 ans, 68, mais mes parents étaient postiers et postières et occupaient le bureau de poste. Et moi, mon souvenir, c'est le pont de transbordement où tous les mômes, on jouait pendant que eux, ils occupaient la poste. Parce que de toute façon, en Fontaine-Fleury, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Donc chacun, voilà. Et en fait, c'est cette notion d'occupation, très présente aussi en 36, bien sûr, hein, et un des moteurs. Occuper les lieux dans lesquels on travaille, créer une communauté, c'est vraiment... c'est réjouissant, voilà, c'est pas... Et la lutte, c'est ça. C'est pas uniquement se battre pour des revendications, c'est essentiel, hein, c'est notre moteur au départ. Mais ça fait grandir. Il y en a plein qui l'ont dit aussi dans le... Voilà, ils ont grandi. Il y a un avant, un après. Pour moi, 68, je partage ce que tu dis, il y a un avant et un après. En tant que citoyenne, en tant que femme, en tant que salariée, en tant qu'enfant, en tant qu'étudiant, il y a un avant et il y a un après. Et merci à vous tous. Et c'est aussi pour, je pense que c'est important de réfléchir aussi pour comment l'État et le patronat réagissent par rapport à 68. Et il y avait une intervention très intéressante de sociologues qui montrait qu'en fait ils ont individualisé tous les systèmes de salaire, etc. Et ils ont mis en concurrence tous les salariés entre eux, avec aussi de plus en plus de salariés précarisés, notamment chez les jeunes, avec des CDD alors que les gens étaient plus en CDI, avec des primes alors qu'avant c'était des salaires directs. En fait, ils mettent les salariés en concurrence les uns avec les autres. Donc je pense que les organisations syndicales, moi je sais parce que même à la fac aujourd'hui, les gens sont de moins en moins recrutés sous contrat, il y a moins en moins de fonctionnaires, et c'est comment on peut réagir à ça pour sortir en fait de cette mise en concurrence des uns avec les autres, et en fait qui peut aussi casser la solidarité entre travailleurs. Donc c'était pour dire ça. Et aussi deuxièmement, c'est par rapport à la grève des retraites. Je trouve que ce qui a manqué en fait, c'est de passer à l'offensive, et en fait on est resté sur la défensive. On a eu du mal à contre le coup de force du patronat de Macron, de proposer en fait une contre-offensive. Et je trouve que ces dernières années, on est un peu trop sur la défensive et on manque, un peu comme en mai 68, d'offrir une perspective de renversement du système. Et je pense que c'est pour ça que le patronat n'a pas très peur et se permet de toujours être dans l'offensive, alors que c'est à nous de reprendre l'offensive. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais insister sur 2 points qui, à mon avis, ressortent de 68. Le premier, c'est qu'on ne dit pas assez que c'est un phénomène générationnel. Ça a été dit tout à l'heure. Mais on ne peut pas comprendre, à mon avis, 68 si on oublie que 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant, il y avait les mobilisations contre la guerre au Vietnam. Il y avait une ébullition très forte dans les lycées et dans les facultés, et aussi bien sûr ce qui a été rappelé par les camarades historiens dans les boîtes. Un point très important effectivement qui avait été rappelé, c'est l'accord aussi de la CGT et la CGT, c'est pas rien, en 66. Donc il y avait une nouvelle manière de travailler, y compris que ce soit dans le milieu étudiant, mais aussi dans les revendications sociales. Et donc il y a un phénomène générationnel. Et moi je m'élève vraiment depuis très longtemps contre le poncif, ou plutôt la manœuvre qui vise à dire qu'il y avait un différentiel entre la révolte étudiante et le mouvement social. Il y avait un mouvement générationnel qui au contraire a fait amplifier le mouvement. L'exemple a été donné à l'instant de Nantes. À Nantes, c'est pas le 13 et le 14 mai que ça a commencé. Ça a commencé le 1er mai et le 2 mai. Le 2 mai à Nantes, les étudiants sont allés au soutien des ouvriers de Sud Aviation. Déjà le 2 mai. Donc effectivement, moi je l'ai vu aussi là où j'habitais, où effectivement il y avait des boîtes où tout de suite les jeunes, les lycéens, sont allés soutenir les ouvriers et on était bien accueillis. Il faut arrêter avec cette idée de... Bien sûr, là par contre, les appareils, un certain nombre d'appareils, ce n'est pas le cas de la CGT, en dehors de grosses boîtes où il a fallu batailler un peu, mais les partis politiques de gauche, se sont levés contre ça. Donc j'abrège là-dessus, mais vous avez compris l'idée, c'est un phénomène générationnel qui fait que la jonction entre les étudiants, les travailleurs,
La nuit du 24 mai qui a été la plus violente et la plus dure, on a parlé de la pègre, des partis de la gauche ont parlé de la pègre aussi, mais les ouvriers et les étudiants étaient dans la rue ensemble, les salariés, les instituts, tout ce que vous voulez. Deuxième point, là, très rapide, c'est la lutte a été essentiellement une lutte qui part de la base. La CGT a fait toute son œuvre là-dedans, et j'invite à lire le vieux bouquin de Segui, de Georges Segui, de 72, qui a été repris après en 2003 ou 2004. C'est très intéressant de savoir ce qu'il dit lui-même. La CGT et la direction de la CGT a eu un grand... Moi, je viens de la CFDT et de Solidaire, hein, je le dis tout de suite. Mais la CGT a eu un grand rôle dans l'appel du 13 mai, ça a été dit, et après, bien sûr, pour Grenelle. Mais tout le reste du temps, c'est parti de la base, ça a été dit, et ça, c'est un phénomène très important qu'il faut... L'auto-organisation, comme ça a été dit à l'instant aussi, et un exercice monumental de démocratie ouvrière. Démocratie sociale, démocratie ouvrière. Comme je l'ai dit dans le film, c'était moi qui intervenais, après les événements de 68, en 69, 70, 71, ils se sont organisés. Je ne m'étendrai pas là-dessus, parce que bon, ils ont fait, le patronat, il a pris toutes les mesures pour que ça ne se reproduise pas. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'au moment de la grève des retraites, dans le combat, dans le conflit, je n'ai pas trouvé que les organisations syndicales et les travailleurs étaient allés au combat avec le patronat. On attend tout du gouvernement, mais qu'est-ce qu'on voulait attendre d'un gouvernement de droite qui ne sait pas où il est, qui ne connaît rien. Les clés du combat, c'est au patronat qu'il faut aller. C'est devant les patrons qu'il faut aller. C'est eux qui tiennent le flouze. Hein? C'est eux qui tiennent les retraites. Si on leur dit, mais attendez, là, le mec il a travaillé 40 ans pour vous et vous ne vous sentez pas concerné de lui donner une bonne retraite. Donc il faut qu'il arrête. Parce que c'est ça le problème. Bon. Merci. On donne la parole à... Très bref, parce que j'ai pas la prétention de faire une conclusion après un tel débat, puis j'en ai pas le temps non plus, parce qu'il faut qu'on quitte la salle assez vite. Juste, il y a quand même un enseignement, parce qu'on est là pour tirer des enseignements. C'est que le mouvement syndical et le mouvement ouvrier ont toujours une responsabilité de solidarité envers la jeunesse. Et ça, c'est une question essentielle. Solidarité en toutes circonstances avec la jeunesse quand elle est attaquée par les pouvoirs publics, quel que soit le gouvernement. Ça, c'est quelque chose qui doit rester bien vivant parmi nous. Deuxièmement, 68, ça nous rappelle quand même à l'époque le poids des organisations syndicales et en tout premier lieu le poids de la CGT. Nous ne sommes plus dans la même situation aujourd'hui. Mais souvenons-nous quand même du poids de la CGT en 68. Ça permettait de créer un rapport de force considérable, qui n'est plus le même aujourd'hui. Ensuite, il y avait sur le plan de l'organisation des étudiants la grande UNEF. Et l'UNEF était une véritable organisation étudiante qui combattait pour le droit des étudiants. Et quand on a mis ensemble la CGT avec le ralliement des autres organisations syndicales, plus l'UNEF qui rassemblait l'immense majorité des étudiants, eh bien, on a réussi dans l'unité à forger un combat qui a été extraordinaire. Je veux dire aussi que 68, on dit souvent 36, ça s'est fait dans les joies, dans la joie, les occupations d'usines, les militants autour d'une table qui dansaient. Mais 68, ça a été la joie aussi. Ça a été la joie. Et ça, c'est Henri Krasuki qui m'avait dit souvent, tu sais Alain, la lutte est dure, mais elle n'est pas triste. Eh bien oui, la lutte n'est pas triste. Et on l'a fait dans la joie. Et puis,
Il y a des camarades qui ont dit à juste titre qu'il y a un avant et un après 68. Moi, j'utilise toujours la formule « je suis né en 1950 » et je dis « je suis né en 1950, mais je suis né à nouveau en 68 ». Parce que moi, en 68, j'étais pas du tout dans une famille de militants, hein, pas du tout. Et en 68, à 17 ans, j'ai compris une chose, c'est qu'il y avait des classes antagonistes. Ça m'a donné la conscience de classe. Et cette conscience de classe, elle est essentielle. Essentielle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bat à l'IHS pour la lecture. Si vous avez le temps, venez à notre table, on a des livres. Mais à travers la lecture, on acquiert une conscience de classe. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. Et la jeunesse a besoin justement de lecture. Elle a besoin de connaître ce qui s'est passé parce que on a une conscience de classe, bien sûr, au départ, à travers des échanges, à travers la lecture, puis après, la conscience de classe, on se la forge dans les luttes. Bien évidemment. Et d'ailleurs, si on interroge tous les anciens de 68, et il y en a pas mal dans la salle, on a tous un souvenir commun de 68, et on a en même temps un souvenir particulier de 68, par rapport à ce qu'on a tous vécu. Et c'est bien normal. Alors, merci de votre présence. Si vous avez encore un peu de temps, venez nous voir à notre table. Vive l'histoire sociale. Et comme disaient les anciens, vive la sociale.